Les États de l'AES ne finiront jamais de moins m'étonner parce qu'ils sont toujours dans la surenchère. Pourquoi, Daouda? Je pense que mes co-débatteurs l'avaient déjà dit, parce que le calendrier des sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO sont toujours connus. Donc, ils sont dans une stratégie, il faut qu'on parle toujours de nous. Comme je le dis, ils sont toujours dans le vous-vous-là. Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien de... S'il te plaît. Oui, allons-y, Daouda. Voilà. Ils sont toujours dans le vous-vous-là et dans le fond, on ne trouve rien de concret. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les décisions qu'eux, ils prennent, ces décisions ça n'a pas été tiré d'un référendum, ni le peuple burkinabé. Exemple de décision, par exemple. Mais le fait même de sortir de la CEDEAO, c'est une décision mais qui est hautement... Mais c'est grave. Que la CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, compte 15 pays. Il est vrai que nos pays frères, que sont le Burkina, le Niger et le Mali, avaient exprimé leur souhait de quitter l'organisation. Mais on sait qu'il y a une période d'1 an. Il y a un processus. Voilà, il y a un processus. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils font encore partie de l'organisation. Maintenant, la CEDEAO, elle a un agenda qui est connu de tous. Tous les sommets de la CEDEAO sont connus d'avance. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est la routine institutionnelle au niveau de l'organisation. Mais le contexte étant ce qu'il est, il y a une certaine forme de... Il y a une certaine... je sais pas comment je vais l'exprimer, mais... Il y a une grosse communication autour des deux sommets. Parce que les États de l'AES ont choisi le jour d'avant la date prévue par la CEDEAO de façon stratégique. Mais c'est leur premier sommet. On nous avait annoncé une perspective de confédération. Mais quand vous vous référez à la charte de l'Alliance des pays du Liptako-Gourma, vous voyez que le centre d'intérêt principal, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc, ils ne sont pas encore penchés réellement sur les questions en profondeur, les questions d'intégration, de développement économique. Donc, déjà, c'est la première réaction. C'est que les deux sommets, le sommet de la CEDEAO, fait partie d'un agenda qui est déjà connu. Clairement connu et communiqué à l'avance. Donc tout le monde le sait. Maintenant, Élisée Boloube, lorsque l'AES décide de mettre son sommet le 6, est-ce que vous y voyez, je ne dirais pas de la provocation, mais de dire attention, il faut qu'on réagisse rapidement, qu'on se positionne en tant qu'alliance, en tant que force, puisqu'on sait qu'en février 2024, leurs experts et ministres se sont réunis à l'effet d'écrire donc les différents textes qui vont régir cette organisation-là. Comment est-ce que ces deux organisations feront-elles pour cohabiter, si tant est qu'elles sont au même niveau maintenant, Élisée? Non, moi je pense déjà qu'il faut être raisonnable. Les deux organisations ne peuvent pas être au même niveau. C'est vraiment pas possible. Voilà. Moi je vois déjà dans la volonté des pays de l'AES de faire le sommet demain dans une logique, une volonté de se donner un peu de visibilité. Moi c'est ce que je vois. Pourquoi ils cherchent de la visibilité? Non, bien sûr, pour se faire plus entendre. Donner un signal qu'effectivement nous sommes résolus dans notre démarche d'aller à cette fédération ou cette confédération qu'on souhaite. C'est un peu ce signal-là qu'ils veulent donner. C'est vrai qu'il y a le sommet de la CEDEAO et on sait que généralement quand on rentre dans la période des sommets de la CEDEAO, ça captive l'actualité parce qu'on se dit forcément il y a des informations importantes pour la sous-région qui doivent sortir de là. Donc eux en faisant ce sommet déjà, c'est une manière de dire que ok, juste avant la CEDEAO, donc, ils cristallisent un peu l'actualité. On va tous se tourner vers, comment dirais-je, l'AES pour savoir un peu ce qui va être dit et tout ça, éventuellement, voir si la CEDEAO pourrait réagir dessus. Donc, c'est comme si eux, du coup, ils voulaient prendre la main et puis maintenant, conduire le jeu pour voir si effectivement l'agenda de la CEDEAO ne pourrait pas être changé. Je lui ai dit, quand il dit l'agenda, pas la date, mais je lui ai dit les sujets qui seront abordés, si éventuellement ce qui est dit au sommet de l'AES ne peut pas revenir dans l'agenda pour être au cœur des discussions au niveau de la CEDEAO. Et s'ils arrivent à atteindre cet objectif-là, c'est comme si effectivement ils avaient les cartes en main, ils avaient emmené la CEDEAO, ils avaient obligé la CEDEAO à suivre leur agenda. Voilà, à suivre leur agenda. Donc voici un peu, moi je pense la stratégie qui est derrière cette volonté-là de vouloir faire ce sommet-là, le 6. Sinon, ce sur quoi ils vont discuter, c'est-à-dire la charte, comme il a dit, du Liptako-Gourma, sur lequel ils vont discuter, a été traité par les experts depuis le mois de janvier. Voilà, donc de février 2024. Donc ils avaient, pour moi, suffisamment le temps de pouvoir rebondir dessus. On comprend tout de suite, en tout cas pour nous qui voyons tout dans la stratégie, on comprend qu'il y a une stratégie, voilà, qui est en bas de cette date du 6. Maintenant, comme je le dis,
ces deux organisations, c'est pas, je veux dire, on ne peut pas les mettre au même niveau. Au même niveau. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans une dynamique, est dans une logique. La CEDEAO, en tout cas pour la grande majorité, même si c'est vrai que selon certaines indiscrétions, au sein même de l'organisation, il y a certains qui, eux, sont déjà favorables au départ des trois. Hein, s'ils veulent partir, qu'ils partent. En tout cas, il y a certains dans l'organisation, pour eux, vraiment, il n'y a même pas de débat. Par contre, il y a certains qui ne sont pas des moindres. Qui estiment qu'il faut garder voilà, parmi lesquels même ferait partie éventuellement le chef de l'État ivoirien et puis certains présidents, en tout cas d'une certaine influence. D'où peut-être la médiation. Voilà, qui estiment justement qu'il faut que on puisse faire en sorte qu'on reste ensemble, parce qu'on est plus fort quand on est ensemble. Voilà, et surtout, qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que la CEDEAO, au-delà de l'aspect politique, a une vocation, celle-là, de permettre le rapprochement des peuples. Ça doit être une CEDEAO des peuples en réalité. Donc si on commence à s'émietter comme ça, on sort de cette vision de la CEDEAO et on va ailleurs, alors que ce n'est pas ça l'objectif de l'organisation. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO poursuit ses efforts pour permettre vraiment le retour de ces pays-là, parce que la CEDEAO estime que, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. D'où la médiation du président Diomaye Faye, qui a en tout cas tourné un peu dans ces différents pays-là. Je pense que dimanche, ça sera l'occasion, voilà, pour lui de faire le point à ses pairs de tout ce qui a été dit dans ces échanges, des résultats de sa médiation. Très bien. Arnaud, est-ce que vous ne pensez pas qu'au vu des challenges de l'organisation, elle pourrait penser, pourquoi pas, à faire une introspection et faire sa mue, la CEDEAO? Oui, tout à fait, parce que c'est dommageable, c'est quand même dommage que dans une même région, on ait à la fois la CEDEAO et une organisation qui veut se présenter en tout cas comme une organisation concurrente de la CEDEAO et qui envisage même aller jusqu'à la Confédération d'États, mais qui est un peu différente. Pourquoi c'est dommage, Arnaud? C'est dommage parce que l'on doit aller vers l'unité. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique doit être unie. Ça doit commencer déjà par nos différentes sous-régions. Mais si pour des intérêts très souvent politiques, l'on est appelé à diviser les peuples, je trouve que c'est quand même assez dommage. Et pour en revenir au sommet, je trouve que l'AES veut se positionner très clairement, veut être beaucoup plus audible et se positionner juste avant le sommet de la CEDEAO pour compter dans l'agenda et pour que les décisions qu'ils arrêteront soient mises à la face en fait de la CEDEAO. Mais au-delà, en revanche, ce que je trouve dommage au niveau de l'AES, c'est que l'AES a été portée, certes par des militaires, on pourra dire tout ce qu'on veut sur la légitimité, mais a été portée avec l'idée que les peuples doivent être beaucoup plus audibles, beaucoup plus entendus, parce qu'on est en démocratie. Et donc, les coups d'État en partie, au Burkina par exemple, devraient contribuer à faire plus entendre le peuple. Mais ce n'est pas forcément le cas, parce que dans les décisions et de retrait de la CEDEAO et de création de la Confédération d'États, on n'a pas beaucoup consulté le peuple pour avoir son avis. Finalement, la CEDEAO des peuples qu'on voulait, on ne l'a pas, et on se dirige vers une AES qui intègre très peu les volontés populaires. Mais la question pour vous, c'était plutôt, est-ce que vous pensez que avec tout ce qui se passe, parce que l'AES a été montée sur des griefs que la CEDEAO connaît, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez honnêtement qu'il serait temps pour cette organisation-là de faire sa mue, de faire son introspection et de dire attention, est-ce que véritablement sur certains points on n'avait pas deux poids deux mesures? Est-ce qu'on n'aurait pas dû réagir comme ça? Pensez-vous que c'est le bon moment pour cette CEDEAO-là de changer quelques principes? Exactement. La CEDEAO est critiquée sur de nombreux points. Je vais en prendre 2 ou 3. Le premier point, c'est la gestion des coups d'État. Très clairement, les coups d'État portent atteinte à l'ordre constitutionnel, etc. On va avoir une réaction d'une CEDEAO face au Burkina, qui n'est quasiment pas sanctionnée, juste suspendue des organes de l'institution. Et puis on va avoir une réaction beaucoup plus excessive au Niger, où on a brandi la sanction militaire, l'invasion, etc. Donc on a une CEDEAO qui réagit à géométrie variable en fonction des coups d'État déjà. Et deuxièmement, il y a la question même de démocratie. Lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas que l'élection. On peut critiquer ces États parce que ils ont violé l'ordre constitutionnel, violé un principe de démocratie qui est l'élection, qui est le mode d'accession au pouvoir en démocratie. Mais la démocratie, c'est pas que l'élection. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. La démocratie, c'est le respect des libertés. La démocratie, c'est le respect de la liberté de pensée et de réunion que l'on puisse manifester dans un pays. Donc, quand on n'a pas ces éléments-là, dans de nombreux pays de la CEDEAO, qui sont des éléments qui concourent également à la démocratie, au même titre que les élections. Mais la CEDEAO est silencieuse sur ces violations démocratiques, elle bombe le torse dès qu'il s'agit d'élections. Je suis d'accord que les élections sont un principe démocratique, mais les autres principes le sont tout autant. Daouda, votre point de vue sur le sujet, on a déjà fait un tour de table. On revient, on écoute Daouda et puis après vous allez réagir. Allez-y Daouda. Déjà, avant de commencer, je veux dire, les États de l'AES ne finiront jamais de moi m'étonner parce qu'ils sont toujours dans la surenchère. Pourquoi Daouda? Je pense que mes co-débatteurs l'avaient déjà dit, parce que
le calendrier des sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO sont toujours connus. Donc, ils sont dans une stratégie. Il faut qu'on parle toujours de nous. Comme je le dis, ils sont toujours dans le vous-vous-là. Et pourtant, dans le fond, il n'y a rien de... S'il te plaît. Oui, allons-y, Daouda. Voilà. Ils sont toujours dans le vous-vous-là. Et dans le fond, on ne trouve rien de concret. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les décisions qu'eux, ils prennent, ces décisions ça n'a pas été tiré d'un référendum, ni le peuple burkinabé. Exemple de décision, par exemple. Mais le fait même de sortir de la CEDEAO, c'est une décision mais qui est hautement... Mais c'est grave. Parce que tu demandes ni comment on appelle ça, l'autorisation de ton peuple, ni les Burkinabés, ni les gens du Niger, ni ceux du Mali n'ont demandé rien à personne. Est-ce que vous savez que dernièrement, il y a le représentant des ressortissants du Niger qui a envoyé un courrier à son président pour qu'il puisse prendre en compte le fait qu'il faut qu'il pense aux gens de la diaspora qui ne vivent pas au Niger. Combien de Maliens nous avons en Côte d'Ivoire? Combien de Burkinabés nous avons en Côte d'Ivoire? Donc quand toute cette diaspora est hors du pays et que vous prenez des décisions sans penser à eux, pourtant on sait que les trois pays, à eux trois, ils vivent généralement, la majorité de leur richesse, là, c'est la diaspora qui finance pratiquement le pays. Donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est le premier point. Oui, Daouda, question pour vous. Est-ce que dans ces pays-là, justement, on n'a pas eu de manifestations qui disaient, peut-être que, excusez ma candeur, mais je vous excuse votre candeur, ne vous inquiétez pas, allez-y. N'a-t-on pas eu dans ces pays-là des organisations de société civile, des organisations qui ont dit, allez-y, nous sommes en accord avec vous. On se rappelle que dans un pays, on a même dit que vous ne serez plus appelé président de transition, vous êtes le président de la République, avec 5 ans de plus. Est-ce que, justement, il n'avance pas avec la caution, qu'on le veuille ou non, du peuple qui reste quand même silencieux ou pas sur certaines questions? Daouda réagit. Donc quand je vois votre façon même de porter le sujet, je vois que vous portez beaucoup de gants pour en parler. Je comprends justement votre candeur. Le peuple, l'émanation du peuple, la voix du peuple ne se traduit qu'au travers d'un référendum. Et dès l'instant que tu n'as pas fait cela, le pays dont tu parlais, on parle du Burkina ici. Le Burkina où on réunit des gens, il devait faire pratiquement 48 heures. En moins de 12 heures du temps, des décisions sont sorties avec des jeunes chauffés à blanc dehors en train de clamer IB. Arrivé à un certain moment, même moi, acteur de la société civile dans cette même salle-là, mais je ne donnerai même pas 5 ans à Ibrahim, je donnerai peut-être 40 ans à Ibrahim Traoré, parce que j'ai la pression d'un peuple chauffé à blanc. Donc le peuple, les gens aiment utiliser le peuple, comment on appelle ça, de façon laconique, de façon galvaudée, parce que qui dit que tout le monde est d'accord avec Ibrahim Traoré? Est-ce que c'est tout le peuple qui est d'accord avec Assimi Goïta? Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec Ibé ou Assimi Goïta ou Tchani ne font pas partie du peuple? Si c'est le peuple, il fallait voter pour avoir leur décision. C'est ça le plus important. Tant qu'on n'a pas de référendum. Tant qu'on n'a pas de référendum, parce qu'aujourd'hui, posons-nous la question. Supposons que demain, comment on appelle ça, il y a un pouvoir civil, après des élections qui viennent au pouvoir. Est-ce qu'ils vont revenir sur cette décision-là? Vont-ils revenir? Vont-ils continuer avec l'AES? C'est des questions qui se posent. Hein? Bien sûr. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent des décisions seuls de façon unilatérale, sans penser à leurs propres ressortissants. Et je pense que en tout état de cause, on va les laisser faire, on va voir. Parce que moi, je suis pour les présidents de la CEDEAO qui sont pour leur départ simplement. Pour qu'on puisse voir, comme en France, hein, alors, le RN arrive et puis on regarde... Vous dites que les États que la CEDEAO donc arrête d'aller à la médiation pour qu'ils reviennent. Non, s'ils ne veulent pas, en fait, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Très bien, Barry. On parle moi, je suis d'accord que la CEDEAO est critiquable sur beaucoup de dossiers. Par exemple. Je suis d'accord. Sur la gestion, effectivement, des coups d'État et autres. C'est des critiques qu'on peut mettre. On peut les entendre. Mais quand on parle de la CEDEAO, on ne parle pas d'un État. Toutes les organisations réunissant plusieurs États, ce sont d'abord les États en question, pris individuellement et collectivement, qui prennent les décisions. Donc, et puis là, quand on parle de démocratie, j'entends, mais la démocratie date de quand au niveau de notre sous-région? Jusqu'au début des années 90, on n'avait que des pouvoirs autoritaires. Donc la démocratie, elle date de 90. C'est un exercice que nous débutons, je ne dirais pas à peine, mais 30 ans dans la vie d'un État, c'est quand même relativement petit. Non, il faut qu'on le rappelle pour que les gens puissent comprendre. Parce que
On parle de démocratie, oui. Les élections, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure. Mais les droits de l'homme dont il parle, allez demander à Guy Hervé Cam où il est. Allez demander à tous ces journalistes aujourd'hui qui ont quitté ces pays-là, juste parce qu'ils ont une plume critique vis-à-vis de ces régimes. Donc, en réalité, l'objectif des critiques de la CEDEAO, c'est qu'ils veulent nous faire croire que la CEDEAO critique seulement les coups d'État. Mais non, la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, là, elle part d'une mue. Et elle date du début des années 90. Et c'était l'ensemble des 15 pays membres qui avaient pris ces initiatives-là. Mais pour que l'organisation soit efficace, il faut que tout le monde croie aux mêmes valeurs. S'il y en a qui pensent que j'ai un DCA ou bien j'ai une mitrailleuse, je confisque le pouvoir et je ne veux pas qu'on me critique parce que pour moi, l'autre aurait fait X mandat, c'est des trucs qui ne tiennent pas. Oui, l'ONU, oui. Je vais vous prendre un exemple. L'ONU, aujourd'hui, est confrontée aux mêmes critiques que la CEDEAO. Parce que les 5 membres du Conseil de sécurité font ce qu'ils veulent. Les États-Unis, la plus vieille démocratie parmi les 5 grandes puissances. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des intellectuels, des politologues qui se lèvent pour dire que le système américain doit être revu parce que la politique des grands électeurs ne répond plus aux ambitions et aux réalités que vivent les Américains. C'est pour vous dire que la démocratie, c'est un exercice au quotidien qu'on pratique et qu'on améliore. Ce questionnement au niveau de la CEDEAO, c'est ça mon point. Mais justement, avec Élisée, justement. Élisée Boloube, pensez-vous concrètement, on a dit, et Arnaud l'a porté bien, l'a porté si bien ce point. Le point, ce qui est reproché à la CEDEAO, c'est certaines réactions qui seraient à géométrie variable, certaines ingérences tolérées, donc par certains États en Afrique de l'Ouest, par exemple. Aujourd'hui, la question, le verre est dans le fruit, où le verre est tiré, il faut le boire. Ces États-là vous disent, nous ne revenons pas. Vous vous dites en CEDEAO, vous revenez, il vous reste 1 an selon nos textes. Finalement, à quoi va-t-on assister? Sont-ils prêts à revenir? Qu'est-ce qui ferait même revenir ces États-là au niveau de la CEDEAO? Moi, sur cette question, je voudrais continuer à rester optimiste. Moi, je pense que rien n'est figé dans du marbre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les ressentiments ont pris plus le dessus sur la raison. Moi, honnêtement, je pense que les ressentiments ont pris le dessus sur la raison. Mais je suis convaincu qu'avec le temps, la raison reprendra place et les uns et les autres comprendront qu'ils ont poussé le bouchon là où il ne fallait pas. Abandonner l'AES et revenir. Mais oui, moi c'est vraiment la raison en fait. Pour moi, c'est d'abandonner ce projet de AES, revenir à la CEDEAO. C'est vraiment ça qui est pour moi la raison. Maintenant, vous avez posé une question. Moi, je vais être honnête avec vous. La CEDEAO est une organisation perfectible. Elle n'est pas parfaite. Et je ne pense même pas que dans ce monde, il existe une organisation qui soit parfaite. Ça n'existe nulle part. Mais vous savez, Christelle, quand on est confronté à une situation, devant 2 mots, qu'est-ce qu'on choisit? Le moindre mal, généralement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état des choses, dans la configuration actuelle qu'on a, la CEDEAO, pour moi, paraît être le moindre mal, en réalité, comparé à l'AES. Mais vous et moi, on est à Abidjan ici. On utilise l'électricité 24 heures sur 24. On circule comme on veut, on est tranquille. Mais regardez aujourd'hui dans ces pays-là, la crise énergétique, c'est une réalité. Ces pays-là traversent des situations véritablement difficiles. Pourquoi? Parce que justement, elles ont décidé de faire prévaloir les ressentiments qu'ils ont. Donc, ce qui fait que du coup, certaines alliances ou certaines coopérations qui existaient ont été rompues. Et on voit aujourd'hui le résultat. Le résultat, là, les populations le vivent au quotidien. Je l'ai expliqué toujours ici. Je dis, moi, j'estime que on ne peut pas prendre un pouvoir. On ne peut pas prendre une chose, comment on appelle ça, les rênes d'un État si on n'est pas mu par cette volonté-là de donner un bien-être à nos populations. Si le fait que je sois aux affaires doit amener ma population à souffrir, à ne même pas avoir le minimum, mais je quitte là. Et je fais de la place à quelqu'un qui soit en mesure de permettre que mon État puisse permettre quand même à la population d'avoir un mieux-être. Je pense que on n'a pas encore franchi le Rubicon. Et on termine. Oui, je finis par ça. On n'a pas encore franchi le Rubicon. Pour moi, il n'est pas encore tard. Il y a cette possibilité-là de faire la paix des braves, vraiment d'avoir de la hauteur, et puis se dire à un moment donné, c'est vrai qu'on, de part et d'autre, on n'a pas été à la hauteur, mais nos dévanciers, Félix Houphouët-Boigny, comment on appelle ça, Modibo Keïta, Manu Diori, toutes ces personnes-là nous ont montré la voie. Et ils ont réussi à avoir des résultats tant qu'ils étaient ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse briser tout ce qu'ils ont bâti et nous permettre d'avoir cet État aujourd'hui. Arnaud, on termine avec vous. La paix des braves est-elle possible entre l'AES et la CEDEAO?
Oui, c'est encore possible. C'est même une nécessité parce qu'on ne peut pas être dans une sous-région où on a ces différentes organisations. En revanche, deux éléments très rapidement sur lesquels je voulais réagir, c'est le fait de ne pas consulter le peuple dont a parlé Daouda. J'entends bien et il a totalement raison parce que ils substituent à la volonté populaire leur propre volonté. Mais on peut reprocher la même chose aux États dits démocratiques, à nous, les autres États de la CEDEAO. Quand je prends le projet de l'ECO, combien de personnes ont été consultées pour l'ECO? L'Assemblée nationale a-t-elle été mise à contribution? Le peuple, les intellectuels, etc. Non, donc même les États démocratiques en font. Il n'est pas encore exécuté, mais la réflexion, c'est une monnaie. On aurait dû apporter un référendum, le projet. Tout à fait. On aurait dû en tout cas avoir la participation du peuple. Et deuxièmement, je suis un peu gêné quand on dit que la démocratie date finalement de 90, peut-être occidentale telle qu'on la connaît. Mais quand vous prenez l'achat du Mandé, par exemple, qui date du 12-13e siècle, exactement, vous vous rendez compte que les principes de respect de la vie, de participation des femmes aux affaires publiques existaient depuis longtemps. Donc, qui sont des principes démocratiques qui ne sont pas étrangers à l'Afrique. Maintenant, après, la configuration et le terme même démocratie a émergé beaucoup plus tard avec la création de nos États et notamment le vent de l'Est qui a soufflé dans les années 90. Très bien. Au moins, bon, sur ce plateau, on a Daouda qui dit souhaitez leur bon vent et que tout se passe bien. Élysée, Arnaud et je pense Barry aussi croient que la paix des braves est possible, que voilà, on peut retrouver ces trois États-là, revenir à la table de discussion avec la CEDEAO. Dans tous les cas, c'est que ce week-end, et par la grâce de Dieu, on sera là la semaine prochaine, le lundi, et on va examiner, regarder les deux, donc on va dire les deux résolutions. Les deux résolutions. De ces deux sommets importants pour des deux blocs, voilà, pour notre sous-région. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.